On va juste démarrer en projetant ce petit vidéo-là. Easier is a startup which develops digital products, innovations and technology for healthcare systems. I was fascinated by the concept and I started searching for the possibility to get in contact in order to get for us an innovation lab. Open Innovation Labs is a new way of Red Hat engaging with our customers. Open Innovation Labs is taking Red Hat's DNA, software development DNA, open source culture and way of working, and transferring that to our customers in a very intensive residential environment. Red Hat has a strong container technology and a strong technological stack that is actually fundamental for the healthcare industry. And that's why we chose a provider of services that could help us getting our innovative products run in the real world. A residency is an immersive experience where teams of fairly small teams of developers and product owners that come together, matched with Red Hat consultants and experts. And what they're focused on in that residency is building a piece of software. It might be a mobile app. It might be a set of microservices that are running in the back end for some of our customers. But ultimately the goal of the residency and that experience is building something that really has an effect for our customers' business. I'm Justin Holmes. I'm the Global Application Architect for Open Innovation Labs. We're working with a customer, Easier AG, who is looking to release a new application to disrupt the medical care market, and specifically how patients who are in need of urgent care can request services from clinics and hospitals using mobile devices. The residency experience was surprising in a way that all people in the room really contributed effectively and in a new way to our product and reflected what we are trying to do and made it really a more solid product. My name is Brian Gallagher and I'm a senior consultant with Red Hat Mobile. So what was unique for me in this engagement was the idea of pair programming with the customer's developers in order to rapidly exchange knowledge on Red Hat products. Having all the stakeholders in the same room over a number of days, particularly the customer, I think really helped to accelerate the software development process. My name is Breed Mackey. I'm a UX UI designer with Red Hat Mobile. During the process, the business analysts are focused on the business reasons behind it. The developers are focused on how to technically implement it. So it's great to have somebody who's thinking on behalf of the end user, the user experience, and how they're going to interact with the end solution. So it's really, really important, in my opinion, to have them there during those discussions. The Red Hat Innovation Lab brings together all levels of people from diverse backgrounds. Of course, all necessary people to realize a product. And we were happy to find really also culturally people that fit with us in order to bring this product within this lab session into life. The Innovation Lab is very exciting for me. I've never done this before and I really can see my ideas getting a body, a shape, getting to life. And it's so exciting to see all the people they hardly ever met just build something you have had in your mind for so many years. On aurait sûrement besoin au Québec, je pense, de cette application-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une application pour réserver des places en urgence et en hôpital. Donc, le Lab Innovation, Jean-François Royer, je suis le responsable des solutions de développement pour Red Hat, pour l'ensemble du Québec, gouvernement fédéral, les telcos aussi. Là, on touche vraiment au côté people, donc vraiment aux ressources. Quand on embrasse la transformation numérique ou pour moderniser les applications, c'est un changement de culture qui doit arriver. On regarde, surtout ici même, dans la région de Québec, on est en plein emploi pratiquement. Le taux est très élevé, je pense que plus de 95% est comblé.
Il y a plus de 6000 postes en TI qui ne sont pas comblés. Donc, on ne peut pas nécessairement compter sur engager des nouvelles ressources avec ces compétences-là. Il faut se transformer. Il faut se transformer à l'interne aussi. Donc, il faut avoir un changement de culture qui doit être fait. Donc, quand on parle de tout ce qui est des nouvelles technologies, l'Internet des objets qui s'en vient, machine learning, l'intelligence artificielle, il faut être capable avant tout, c'est les personnes, c'est le monde, c'est la culture qu'il faut changer. Donc je ne sais pas s'il y en a ici qui ont lu le livre de Jim Whitehurst, l'Organisation ouverte. Je vous le conseille fortement. Si vous désirez l'avoir, envoyez-moi un courriel après, puis je vous trouverai une copie sans faute. C'est un livre qui est extrêmement intéressant parce que ça explique vraiment, dans l'open source, dans le logiciel libre, c'est la culture qui prime avant tout. Il y a un concept là-dedans qui est expliqué, qui est de la méritocratie, qui dit que finalement, c'est le meilleur projet qui gagne. Dans une organisation traditionnelle, les orientations stratégiques sur des plans triennales, quinquennales sont imposées et sont imposées aux équipes et par le bas pour exécuter. Ce n'est dans une culture moderne, ce n'est plus un modèle qui fonctionne. Chez Red Hat, si on prend par exemple OpenShift, notre plateforme de gestion des containers, on est à la 3e version maintenant. La version 2 est un excellent produit. On aurait pu continuer d'une manière itérative à faire évoluer la version 2. Mais nos équipes sur le terrain qui travaillaient, entre autres, avec Google, on dit, attendez, là, les containers, Docker, ça s'en vient, c'est très fort. Google travaille sur un projet d'orchestration. Puis on sait que Google, en fait, sont extrêmement compétents à gérer des containers à grande échelle. Ça serait peut-être intéressant qu'on regarde ça puis qu'on travaille avec eux là-dessus. Donc, de fil en aiguille, nos ingénieurs ont commencé la collaboration avec Google. Google ont rendu le projet open source qui est Kubernetes. Moi, je pense que quand on va regarder ça dans quelques années, puis on regarde, des fois, vous avez sûrement vu des présentations de Red Hat où on voit tout le timeline avec, en 2001, l'IPO, et ainsi de suite, tout ça, les acquisitions qu'on a faites. La journée où on a décidé de passer de V2 à V3 et d'aller vers Kubernetes, il va y avoir un point là, parce que c'est vraiment quelque chose qui a changé chez Red Hat. C'est la plateforme qui a la plus grande croissance. Si on regarde le projet Kubernetes, c'est le projet open source le plus vibrant sur la planète. L'ensemble du marché se retourne vers cette plateforme-là. Et nous sommes parmi les leaders, en fait. Google et Red Hat, nous sommes les deux compagnies qui lead cette initiative-là. Nous sommes sur tous les comités, ainsi de suite, tout ça. Et on le voit très bien avec nos parts de marché là-dedans. Donc, tout ça pour dire que la méritocratie a permis d'avoir ce succès-là. On n'a pas écouté Jim Whitehurst qui aurait dit « ben non, on a investi tellement d'argent dans OpenShift, dans V2, on va continuer là-dedans à Aziz ». Puis non, on écoute les gens qui sont à la base. Mon collègue qui était chez BlackBerry avant, même chose. Ils ont investi des millions de dollars dans des technologies, dans des solutions packagées que finalement, c'est seulement des admins qui avaient une solution, un petit code, puis ils ont décidé de le mettre en production et ça a fonctionné. Donc c'est ça, c'est de travailler sur cette culture-là et miser avant tout sur les ressources qu'on a chez nous. C'est ça qui est très important. Donc, c'est vraiment un aspect de culture, le logiciel libre. Moi, ce que j'aime bien de cette slide-là, en fait, c'est le dernier point ici en bas qui dit les problèmes partagés sont résolus beaucoup plus rapidement. Hein? Si chacun travaille dans son silo, à ce moment-là, on fait des solutions qui sont en silo qui vont être très difficiles à intégrer par la suite. Donc, en travaillant en collaboration comme ça, en plus petite équipe, en agilité, en embarquant le DevOps, c'est comme ça qu'on arrive à des résultats beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement aussi. Donc, c'est ça. Vous voyez cette image-là. Je ne sais pas si parmi vous vous souvenez de vos cours de cégep de philo. Pour moi, c'est quand même très loin. Mais quelque chose qui était très intéressant, c'est que déjà là, à cette époque-là, c'est la création d'un espace où que l'innovation va être créée. À cette époque-là de Socrate, il se rejoignait à l'Acropole, tout ça, et les gens parlaient de philosophie, ils parlaient de politique. Il parlait il y avait des visionnaires là-dedans. C'était un espace qui était vraiment créé pour l'innovation.
Ben, c'est un peu ça qu'on veut créer, nous, avec le Lab Innovation, comme vous avez vu dans la vidéo un peu. C'est vraiment un endroit où ce que vous allez faire vraiment accélérer, finalement, l'adoption, non seulement au niveau des technologies, mais beaucoup au niveau des processus, au niveau de comment développer en DevOps, comment utiliser ces nouveaux types d'applications-là aussi, comment développer des applications en utilisant des stratégies comme le Lean, par exemple, le Lean Startup, ainsi de suite, tout ça. Donc, c'est vraiment une expérience en immersion. Okay? Donc, ben c'est ça. Ça, c'est un peu une analogie un peu avec un restaurant Michelin. Je ne sais pas s'il y en a qui sont des fans de Chef's Table sur Netflix. Ben, on compare un peu le Lab à ça, à un grand restaurant. C'est quoi que ça a en commun? Puis j'ai des collègues comme Philippe qui vont dire que c'est un peu comme, comment ça s'appelle, Devil's Gordon Ramsay. Il n'y a personne qui a un fouet, malheureusement. C'est pas comme ça. C'est vraiment un endroit de collaboration. Premièrement, au niveau de la cuisine, ben, tout est ouvert. Hein? C'est un peu dans la culture de Red Hat. Nous, tout est ouvert. C'est un espace on va mettre à disposition les meilleurs outils qui vont être là, à la fine pointe, les meilleurs couteaux, les meilleurs fours, les meilleurs poêles, etc. Et c'est vraiment, tout est conçu d'un point de vue logistique, finalement, pour amener cette innovation-là, pour expérimenter. Il y a une culture là-dedans, dans ce nouveau type de développement-là, c'est « fail fast ». Okay, mais apprendre de ça. Donc, faire des erreurs, mais apprendre de ces erreurs-là, où le risque est vraiment faible, finalement, versus si on le fait si vous le faites en entreprise et vous investissez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans un projet, et vous vous rendez compte que vous avez fait des erreurs, mais à ce moment-là, ça va être beaucoup plus risqué et ça va vous coûter beaucoup plus de sous à ce moment-là. Les chefs. Donc, dans une grande cuisine, les chefs qui sont là, c'est des gens qui sont très attentionnés, c'est des gens qui sont concentrés, ils ont une culture de pouvoir partager. Hein. C'est des gens qui sont contagieux. Regardez juste les grands chefs qu'on a ici au Québec, on est très gâtés. Ils sont très vibrants, comme Giovanni Apollo, par exemple. Bon. Mais c'est ça, exactement. Mais le succès du repas dépend vraiment de tous. Bien, c'est ça. Fait que quand on se retrouve dans le lab, chacun des développeurs de nos clients qui rentrent dans le lab sont jumelés avec des spécialistes. Si vous amenez un développeur front-end, un gars de Node.js, on va amener notre Top Gun de Node.js, ainsi de suite, tout ça. On va amener vraiment les meilleures ressources qu'on a chez nous, on les fly-in de peu importe son où dans le monde pour travailler avec vous en sprint là-dessus. Aussi la méthode. Donc, quand on va dans une cuisine, c'est la chaîne de montage, tout est guéré au quart de tour. Quelqu'un qui travaille au niveau des soupes, l'autre c'est la même chose dans le lab. Donc, quand on fournit les outils, à ce moment-là, on vous fournit un environnement qui est 100% intégré avec tous les outils de pipeline CI/CD d'intégration qui sont tous fonctionnels pour, dans une optique que lorsque vous codez, quand vous rentrez dans le lab, on commence à coder tout de suite des prototypes et on ne perd pas de temps finalement à la mise en production. On ne perd pas de temps à tester le logiciel. Tout se fait d'une manière automatique. Donc ça accélère rapidement à ce moment-là. Et aussi le repas, qui est vraiment le plus important. Hein? On est très fiers, les chefs sont très fiers des repas qu'ils vont produire et à chaque jour, ils se réinventent. À chaque jour, ils vont faire des itérations, ils vont s'améliorer, ils vont trouver des nouvelles recettes. Il y a un resto que j'aime bien, moi, à Chicago, qui, à chaque jour, le repas, le menu est différent, en tout cas. Très intéressant. Bien, c'est la même chose. Dans le lab, on rentre là pour faire du prototypage rapide et tout est fait en fonction de pouvoir arriver avec des solutions qui sont proches de la production, qui vont pouvoir évoluer. Donc, c'est ça. Donc, c'est très intéressant. Le lab, on rentre là pourquoi? Bien, c'est ça. Il y a plusieurs use cases. Comment que ça fonctionne? C'est vraiment pour pouvoir expérimenter, pour vraiment pouvoir essayer de découvrir comment dans ce nouveau mode-là, vous, votre organisation, pouvez vraiment avancer finalement, tout en minimisant le risque dans votre production actuelle. Donc, c'est vraiment une immersion de l'équipe. Comment que ça fonctionne? C'est que vous nominez 3 à 6 candidats de votre organisation. Habituellement, ce qu'on envoie, c'est les top guns de votre organisation qui est envoyé là-bas.
Et ces personnes-là, ça peut être des profils, essentiellement des profils de développeurs. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Ces personnes-là, au cours de la période d'immersion, qui est 4 sprints de 2 semaines, à ce moment-là, vont dès le jour 1 commencer à coder, à développer des applications en mode 2, en mode DevOps, à la Red Hat. Je fais vraiment carrément pour ça, pour commencer à développer des applications à la Red Hat, si on veut. Et par la suite, à ce moment-là, c'est de revenir dans votre organisation. Ces gens-là vont devenir vos experts internes, carrément, des agents de changement pour, à ce moment-là, faire un effet de boule de neige à l'intérieur de votre organisation et pouvoir influencer d'autres équipes à prendre d'autres projets à ce moment-là qui pourraient être transformateurs pour l'organisation. Donc, d'un point de vue, ce que vous pouvez retenir là-dedans, là, un peu là, sur ces éléments-là, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est que ça limite le risque. Pourquoi? Parce que vous le faites en immersion. Quand je dis en immersion, ça peut être dans nos endroits. Donc, on a 3 labs officiels à travers le monde. Le plus proche ici est à Boston. Si vous allez à Boston, laissez-moi savoir, puis je vais vous organiser pour un événement quelconque. Laissez-moi savoir, puis je vais organiser une visite du lab. C'est très fascinant de voir la technologie, l'investissement qu'on a mis dans cet endroit-là. Vous avez vu un peu dans la vidéo tantôt, c'est vraiment propice à l'innovation. On a un client ici au Canada qui a fait le lab. On en a quelques-uns, en fait, mais lui, je vais en parler un peu plus tard, c'est le ministère de la Santé de la province de l'Ontario, donc eHealth Ontario. Ils sont allés 2 fois, en fait. Ils sont allés une fois et ils retournent avec un autre gang après. Donc, c'est bon, on a du repeat business sur ça. On l'a fait dans un pop-up. Donc, ce qu'on veut, c'est on ne veut pas le faire dans vos bureaux. Mais c'est très simple. On ne veut pas que les gens soient aspirés par le quotidien. On ne veut pas vous dire, hey, OK, le Martin, il est là. Écoute, gars, je m'excuse, il faut que tu rentres. On est dans le jus. Vous avez lu le projet Phoenix? Bien, Brent, on ne veut pas que Brent soit attiré par le quotidien. On veut le sortir de son quotidien, puis on l'amène dans cette immersion-là pour qu'il soit 100% focus. Chaque ressource qui rentre dans le lab, nous, on le joint avec une de nos ressources, un de nos développeurs ou une de nos architectes. Puis ensemble, cette équipe-là va faire le prototype au courant des 4 semaines, des 4 sprints, finalement. Donc, c'est des cycles de vie qui sont très rapides. Donc, c'est sûr qu'il y a un investissement qui se fait là-dedans, mais en contrepartie, si vous allez au marché pour aller chercher des ressources, premièrement, les ressources sont très, très rares au Québec qui vont faire des applications de ce type-là. Et vous allez mettre des chasseurs de tête là-dedans. Vous allez avoir un processus d'entrevue qui va arriver en 3 et 6 mois. Vous allez investir là-dedans pour arriver finalement peut-être à 1 an. Est-ce que ça va faire? Fait que vous êtes mieux de compter sur vos compétences internes finalement et de les favoriser puis de les transformer, si on veut. Donc, c'est comme ça qu'on va être capable d'arriver à beaucoup plus rapide, finalement, et changer la culture au niveau de ça. Fait que les use cases, pourquoi on va dans le lab? Premièrement, le premier use case, quand on dit la perturbation ou disruption, c'est un peu le vidéo que vous avez vu. La vidéo que vous avez vue, c'est un client en Suisse qui est un start-up et on dit le secteur de la santé, ça n'a pas de sens, ça ne marche pas qu'on doit envoyer un fax pour prendre un rendez-vous chez un médecin. C'est drôle, ça sonne familier. Hein? Ils ont dit qu'il faut changer ça. Quand ils sont rentrés dans le lab, on fait toujours une session de découverte pour commencer. Et l'architecte du lab, on dit, OK, mais vous, ce n'est pas une application que vous avez besoin. Vous avez besoin de 2 apps. En fait, vous avez besoin d'une application pour les mobiles, pour que les patients puissent voir leur profil, pour prendre rendez-vous, ainsi de suite, tout ça. Mais vous avez besoin d'une 2e application aussi pour les intervenants, les infirmières, les médecins, tout ça, sur une tablette qui vont pouvoir gérer les profils des clients. Puis, le client a dit oui, effectivement, mais nous autres, on ne voulait pas vraiment vous en parler parce que jamais qu'on penserait qu'en 8 sprints, on allait être capable d'en avoir assez de temps pour développer les 2 applications. Non, mais on va regarder ça. Puis, ils ont monté le plan en conséquence et au courant des 2 sprints, ils ont développé 2 prototypes d'applications. Puis là, ce n'est pas des mock-ups, c'est vraiment des MVP, des Minimum Viable Product de ces applications-là qui ont été faites, qui, par la suite, vont évoluer. Puis ça, c'est le ministère de la Santé en Suisse qui devient le client de cette application-là. Donc, c'est vraiment ça. Et des startups, on en a qui viennent dans le lab pour faire ça.
Le deuxième use case, transformateur, qui est potentiellement, je pense, l'ensemble des gens ici dans la salle, c'est vraiment, c'est une belle analogie, qu'on a le gros paquebot en arrière. C'est drôle, il porte des containers, je ne sais pas si c'est une analogie. Puis il y a le petit bateau en avant. Puis souvent, c'est ça qui arrive, c'est que quand on est sur notre gros porteur, faire changer les choses, c'est pas très rapide. Essayer de changer de direction un gros bateau comme ça, c'est très long. Versus si je suis dans le petit bateau en avant qui va guider la route, qui est beaucoup plus agile, qui peut se retourner sur un 30 sous et tester, valider des prototypes pour après ça commencer à transformer l'organisation. Ben c'est ça. Ça, c'est un des bons use cases. Puis quand je parlais du ministère de l'Ontario, ben c'est exactement ce qu'ils font. Ils transforment vraiment de la manière qu'ils développent à l'interne. Ils viennent chercher de l'expertise en DevOps, en culture d'entreprise, tout ça, ouverte, et pour par la suite devenir un catalyseur dans leur entreprise. Et le dernier, ben c'est le road trip un peu. C'est comme en ce moment, je regarde pour changer ma voiture. Moi, aller de faire un petit 5 minutes là, dans la voiture pour l'essayer, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux partir pour la fin de semaine avec. Je veux aller au massif de la Petite Rivière, voir si j'ai-tu de la place pour tout, j'ai-tu de la place pour mes skis en arrière, tout le kit, les enfants, les sièges, est-ce qu'il est performant? Tu veux l'essayer pendant une fin de semaine. Donc, c'est ça un peu, c'est de faire un road trip, c'est d'embarquer dans le lab pour essayer toutes les nouvelles technologies, pour se familiariser avec ça. Et voir si c'est pour vous, pour votre organisation, si ça fait du sens d'aller de l'avant vers ça aussi. Parce qu'il y a des investissements aussi à vous transformer, à changer. Bien, ça, c'est une bonne manière, une belle initiative pour pouvoir adopter ça. Témoignage. Bon, Easier, en fait, je pense que vous avez vu le vidéo, donc vous avez compris que pour eux, ça a vraiment été un élément transformateur d'aller au niveau dans le lab. On voit que d'un point de vue de la technologie, c'est sûr qu'essentiellement, ce n'est pas seulement avec OpenShift, ça va être aussi, nous, on va prendre l'ensemble de notre stack et nos solutions, des fois, pour aider à développer ces applications-là. Deuxième client, ça se trouve être le secteur Guyart, Ontario, en fait. Et ce qui est arrivé, ce qui est intéressant, c'est que la première itération, en fait, les premiers sprints, quand ils ont commencé, il y avait beaucoup plus de gens d'opération que de gens de développement dans l'équipe. Et ils sont rapidement rendus compte que, d'un point de vue infrastructure, tout est tellement automatisé que ça n'amenait pas nécessairement de valeur. Donc, on a fait un reshuffle, et ce qui a permis d'amener des développeurs supplémentaires. Et en même pas une journée, les 3 développeurs qui étaient là ont été capables de mettre up to speed, de mettre à jour finalement le 4e développeur, puis commencer à coder, puis à joindre à l'organisation. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, il y en a qui vont dire, OK, mais moi, je vais aller dans le lab pour apprendre comment opérer OpenShift. Mais c'est pas nécessairement un bon use case. C'est vraiment focusé sur comment je peux transformer la manière que je développe et je livre mes applications. C'est comme ça qu'il faut le voir. Comment je transforme mon organisation et ma culture d'entreprise. Et ça commence vraiment par les équipes de développement, carrément. C'est un franc succès. Et donc, ils retournent dans le lab pour une deuxième fois, mais cette fois-ci avec un autre gang. Donc, ce n'est pas les mêmes développeurs qui retournent dans le lab, mais c'est carrément une autre équipe pour un autre projet, une autre initiative. Il y en a qui font ça. D'autres initiatives qu'on fait après, c'est... j'en parle un peu plus loin d'ailleurs. OK. Fait que c'est ça. Fait que comment que ça fonctionne quand on rentre dans le lab? C'est très simple. On fait toujours un Discovery Workshop, okay? Donc une session de découverte. Donc, c'est une journée, c'est un agenda qui est très rempli et ça prend tous vraiment les drivers de changement. Donc, on rentre dans le lab, c'est avec un projet porteur, définitivement. Un projet qui va transformer l'organisation. Ça peut être au niveau de chercher un nouveau modèle d'affaires ou vraiment transformer la manière qu'on travaille. Donc, dans cette session de découverte-là, essentiellement, c'est vous qui parlez en premier. Donc, c'est vraiment une capture d'informations de notre côté. Après ça, on explore un peu d'un point de vue logistique, comment on va fonctionner. Est-ce qu'on est-ce qu'on va à Boston? Est-ce qu'on fait ça ici à Québec, dans un endroit qui est à l'extérieur de votre bureau, mais on appelle ça un pop-up lab, si on veut. On parle un peu un point de vue logistique. Et pour nous aussi, ça permet à ce moment-là de pouvoir déterminer c'est quoi les outils qu'on va utiliser pour préparer vos prototypes.
Vous voyez ici le infrastructure, le bouton de commande d'infrastructure, une mauvaise traduction qui est là. Donc ça, c'est un processus qu'on a mis en place qui va permettre d'accélérer finalement le déploiement de la plateforme sur laquelle vous allez développer. Okay? Donc, exemple, OpenShift déployé sur Amazon, Jenkins pour le pipeline pour automatiser les builds, Ansible, ainsi de suite. Est-ce qu'il va y avoir un GitLab ou GitHub? C'est quoi vous familiariser? Est-ce que vous voulez Bitbucket à la place de Jenkins? Ainsi de suite, tout ça. Fait qu'on va tout déterminer c'est quoi les outils qui sont là. Et ça, en fait, c'est carrément un formulaire qui est en ligne qui va permettre à ce moment-là de rapidement builder l'environnement et qui va être intégré à 100%. Donc, jour 1, quand vous allez rentrer dans le lab, on amène tout de suite de la valeur. On ne passera pas une semaine ou 2 semaines à déterminer l'infrastructure, et ainsi de suite, tout ça. Tout est déjà automatisé et déployé. Donc, les développeurs commencent tout de suite à coder, à amener de la valeur et à focusser sur faire un prototype de l'application. Donc, c'est ça, c'est la résidence, en fait. Qu'est-ce que je viens de dire? Donc, c'est vraiment de travailler en formation continue. Les personnes qui rentrent dans le lab ont accès à des licences de formation aussi. Donc, nous, on appelle ça le Netflix de la formation. Donc, c'est une licence qui est bonne pour 1 an, qui permet de se former sur l'ensemble du catalogue de produits chez Red Hat. Donc, ça, on donne ça aux gens qui rentrent dans le lab aussi. À la fin de la résidence, donc à la fin des 4 sprints, on fait une journée de démo. Donc là, à ce moment-là, c'est de démontrer à votre organisation, finalement, les prototypes qui ont été faits pendant ces 4 dernières semaines-là. Et par la suite, à ce moment-là, c'est feedback, rétrospective. Vous décidez qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous continuez avec Red Hat pour faire ce développement-là? Parallèlement à ça, on peut déployer OpenShift dans votre environnement et finalement répliquer ce qui a été fait dans le lab, mais dans vos environnements à vous ou sur le cloud ou ainsi de suite, tout ça. Par la suite, qu'est-ce qui est créé? C'est ce qu'on appelle un dojo. Donc, dans votre organisation, c'est un espace où les personnes qui sont rentrées dans le lab deviennent vraiment des experts conseils. Ils vont pouvoir aider d'autres membres de l'organisation avec leurs projets, leur initiative, à les transformer et à les faire de cette manière-là. Donc, c'est ça. Au début, c'est vraiment de décider est-ce que c'est une perturbation, une transformation numérique. C'est ce qu'on décide un peu dans la session de découverte. Je pense que c'est un peu... on fait le planning carrément. Puis quand on fait le plan, mais on le détaille vraiment à use case. T'sais, je veux telle affaire pour que ça soit comme ça. T'sais, c'est vraiment des use cases très simples. S'il y en a ici qui ont travaillé beaucoup en agilité, là, avec des murs remplis de post-it, c'est essentiellement ça. C'est vraiment de déterminer aux plus simples expressions, ça va être quoi la fonctionnalité. Et c'est ça par la suite qui va être... Il y a un choix qui est fait au niveau des fonctionnalités pour arriver à, OK, ça va être notre prototype, et on focus là-dessus, dans un mode itératif. Et c'est ça. Puis par la suite, on fait le développement dans ces méthodes-là. Je vais juste, ça s'en vient un peu redondant. OK. Fait que le lab, comment que ça fonctionne? C'est ça. C'est ce que je parlais tantôt un peu, la démonstration du le push button infrastructure. Et c'est ce qui permet à ce moment-là de sélectionner ce qu'on a de besoin. Fait que si, exemple, on décide que l'application, ça va être une application front-end mobile, mais on va choisir ce stack-là. Je vais avoir besoin d'intégration aussi pour faire ça. Je veux faire du Spring Boot, donc quelque chose de très moderne. Ça va être en Python. Et par la suite, je vais avoir besoin d'Nginx pour faire un API Gateway. J'ai besoin de base de données, effectivement. Je vais choisir du MongoDB, ainsi de suite, tout ça. Jenkins vient déjà avec, ou je peux prendre une solution différente. GitHub dans ce cas-ci, ainsi de suite. Bon, d'un point de vue de ChatOps, je vais y aller avec Slack, et ainsi de suite, tout ça. Donc, après ça, quand tout est décidé de qu'est-ce que je vais prendre, la plateforme de container sur OpenShift, ou je peux y aller en pure native Kubernetes, ça peut être un choix qui peut être fait à ce moment-là, et qu'est-ce qui vient d'un point de vue de monitoring et logging, et par la suite, où ça va être hosté. C'est sûr que dans le lab, on y va sur Amazon. Ça, en passant, ce code-là est disponible sur GitHub. Donc, vous pouvez vous approprier finalement le code de push button infrastructure et le déployer à l'interne aussi pour faire du prototypage rapide. Donc, il y a un peu de code de personnalisation à faire, mais vous pouvez le faire à ce moment-là. Et après ça, on appuie sur Submit et automatiquement, avec Ansible, ça va être le déploiement de cette plateforme-là va être automatisé et déployé.
Donc, là, je ne suis pas connecté, donc évidemment, ça ne fonctionnera pas. All right. Et ça, c'est l'exemple, c'est un exemple d'architecture qui va être déployé dans le lab. Donc, c'est vraiment une architecture selon nos best practices. Donc, vraiment une architecture de référence avec l'ensemble finalement des environnements de test, de développement et QA pour vraiment avoir un pipeline automatisé de livraison en continu au niveau du développement. Donc, on veut vraiment que vos développeurs qui rentrent dans le lab focusent sur qu'est-ce qu'ils sont là pour faire ou qui vont amener de la valeur, c'est-à-dire coder, développer des applications qui vont amener de la valeur à business. Donc c'est ça. Essentiellement, le Lab Innovation, comme je vous disais tantôt, on le fait soit in-house chez nous ou on le fait dans un pop-up lab. Puis je pense que pour une région comme ici, je pense que ce qui est intéressant, c'est on choisit un endroit ici dans la région. Idéalement, pas chez vous, pour les raisons que j'ai dit tantôt. On veut que vous soyez en immersion, mais aussi pas trop loin de vos bureaux. Parce qu'il y a toujours une équipe core qu'on appelle, là, donc il y a 3 à 6 développeurs qui vont être 100% focusés sur le lab, mais des fois, on va avoir besoin d'une expertise externe. Peut-être avoir un genre de la ligne d'affaires qui va venir plus explorer un concept ou des gens de réseautique ou ainsi de suite, tout ça, pour avoir accès finalement à ces personnes-là plus rapidement. C'est toujours mieux de les avoir proches face à face que de les avoir sur un appel conférence. Donc c'est ça. Puis ensuite, on crée un dojo par la suite qui est chez vous. Donc, c'est ça. En fait, moi, je dirais que l'étape la plus intéressante, en fait, ou juste pour l'essayer, c'est de commencer par booker une session de découverte. Si vous voyez que vous avez un use case intéressant, puis que vous êtes rendu là, vous avez des exécutifs qui mettent de la pression pour pouvoir commencer cette transformation-là, mais on ne sait pas par quel bout commencer, appelez-nous, puis on va pouvoir booker une session de découverte, un workshop. On vient sur site et puis après ça, bien, ça va être à vous de décider si vous voulez embarquer dans le lab ou prendre notre rapport qui a été produit puis essayer de le commencer par vous-même. Donc, c'est ça. Bien, merci. Puis sur ça, je laisse la place à mon collègue Martin qui va venir parler de microservices et de qu'est-ce qui s'en vient d'un point de vue développement applicatif. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des questions en passant? Oui. Oui, bien, très bonne question. Puis même, je dirais que dans le déploiement, partout où on a déployé des plateformes, OpenShift entre autres, et DevOps ou des organisations, entreprises qui sont dans cette transformation-là, déployer la plateforme, ça se fait très rapidement. OK, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est l'opérationnaliser et c'est la gestion du changement, la gestion de la culture. C'est là qui est le plus dur. Quand on rentre dans le lab, c'est sûr que ces gens-là ils partent sur une carte blanche, carrément. C'est un environnement qui est 100% déployé sur le cloud, il n'est pas connecté sur le réseau du client, ainsi de suite, tout ça. Mais parallèlement à ça, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va déployer la plateforme OpenShift, on va répliquer l'environnement qui est fait, on va le répliquer chez le client et là, on va l'opérationnaliser. Mais ça peut être un choix aussi du client de dire, regarde, on passe sur un clean slate comme ça, on va continuer, on va le laisser sur Amazon, on va le faire évoluer de la suite. Mais tout ce qui est créé dans le lab, tout le prototypage de l'application qui est créé là, il vous appartient. On a des clients qui ont ouvert des API, puis même dans le lab, ça nous a permis de travailler avec leur data, donc le vrai data en temps réel, puis de pouvoir tester l'application avec le vrai data. Donc ça, c'est parfait. Donc le mieux on est capable d'avoir cette interaction-là, dans le fond, mieux ça va être. Mais c'est ça, il va y avoir une phase d'opérationnalisation par la suite. Mais quand on rentre dans le lab, les applications qui sont faites, c'est des prototypes. Donc, ce n'est pas nécessairement des applications qui vont être prêtes à aller en production. Bien, en fait, oui, c'est des MVP. Donc, c'est des apps qui sont production ready, mais ne sont pas remplis de features. C'est un produit minimum viable qu'on va faire évoluer par la suite. Donc c'est de les ramener dans l'organisation et continuer à les faire évoluer à ce moment-là. Est-ce que ça répond à la question? Ça, c'est le hands-on qui permet de faire la gestion du changement avec les développeurs. Les gens qui opérationnalisent ça après, il y a-tu le même genre de change minding?
Absolument, absolument. Puis c'est très important de le faire aussi parce que le RACI va changer. Il y en a qui vont peut-être risquer de dire « Oh, ben, t'as peu, là, mais moi, ma job là-dedans, c'est quoi? Là? Si tout est automatisé, c'est sûr qu'un admin, un sysadmin, sa job va changer dans la gestion de cette plateforme-là. Puis c'est pourquoi qu'on met en place un dojo. Donc, un endroit chez le client qui, par la suite, va devenir le centre de compétences DevOps, si on veut, où que les gens vont pouvoir aller chercher de la formation, aller chercher des conseils. Les gens qui rentrent dans le lab, ils deviennent ces subject matter experts dans l'organisation. Puis c'est eux qui vont pouvoir driver ce changement-là par la suite. Donc oui, effectivement. Puis on a des clients, ici même au Québec, des organisations très entreprises, très organisationnelles, très structurées, qui ont déployé la OpenShift, par exemple. Puis là, ils font « Oh, OK, t'as peu, comment que ça fonctionne d'un point de vue opération? » Finalement, sont en train d'envoyer 30 personnes en training, justement, pour les former sur comment opérer ça dans le quotidien. Mais absolument, il y a des choses qui vont changer. Quand on démarre un projet comme ça, puis on l'opérationnalise, la chose la plus importante, il y a 2 groupes, en fait, je pense qu'il faut s'assurer qu'ils soient à la table dans ces discussions-là, quand on le déploie en entreprise. Premièrement, c'est les gars de réseau. Donc, s'assurer qu'il y a une bonne compréhension de qu'est-ce que la plateforme OpenShift va faire, qu'est-ce qu'il va prendre en charge. Deuxième chose, c'est les gars de sécurité. Souvent, le bottleneck, c'est où que ça va accrocher, c'est là. Des fois, c'est l'incompréhension de ce nouveau mode-là, de travailler en container, de la dépendance sur le système d'opération qui est extrêmement importante. L'utilisation d'outils comme OpenSCAP, par exemple. C'est important de les amener tôt dans le processus pour qu'on ait le temps de s'asseoir avec eux puis d'expliquer à tous les niveaux comment que la sécurité s'opère sur la plateforme. Et c'est comme ça qu'on va être capable de vraiment rapetisser finalement le temps pour aller en production. T'sais. Mais nous autres, ce qu'on préconise, puis même les gens qui ne vont pas dans le lab, c'est d'aller vers un déploiement, ce qu'on appelle Lean, dans le fond. C'est une opérationnalisation qui est Lean. Fait que quand on déploie un environnement OpenShift, on commence toujours par un environnement Smart Start, finalement, qui est vraiment un déploiement, si on veut, de lab qui est près de la production. Et souvent, les clients, j'ai des clients qui ont envoyé des développeurs là-dessus, qui ont commencé à coder puis à faire. Fait qu'ils m'appelaient ça, ouais, ça, Jeff, c'est notre prod de concept. OK? Super, parfait. Mais c'est cool en même temps, s'ils sont capables de prendre ce risque-là. Et par la suite, on fait des sprints d'opérationnalisation. Donc, on va exposer en production un certain workload. Puis quand je dis en prod, ça peut être juste des clients internes, ça peut être juste les gens d'RH qui vont tester l'application, et ainsi de suite, pour aller chercher du feedback rapidement, pour voir si toute cette machine-là fonctionne bien ensemble. Puis après ça, bien, on fait en processus itératif, on va augmenter le nombre de features, on va augmenter le nombre de clients. Tu sais, quand on dit deployment versus release, déployer veut dire rentrer du nouveau code, mais ça ne veut pas dire que je vais le releaser à 100% de mon monde. Je peux le déployer à, mettons, une nouvelle feature, mais je vais la releaser seulement peut-être à 10% de mon monde, voir comment que ça va. Si ça ne va pas bien, je l'enlève, puis je roll back, tu sais. Puis après ça, je vais progressivement dans mon release, finalement. Donc, c'est toutes des choses comme ça, dans les best practices qu'on voit avec nos clients. Est-ce que ça répond à la question? En fait, c'est que dans un environnement OpenShift, en fait, dans du développement applicatif moderne, on veut développer sur les mêmes standards, sur les mêmes... on veut que l'environnement soit codé, votre application soit codée sur le même format que vous allez mettre en production. Si vous standardisez pas, vous ne serez pas capable d'automatiser et vous ne serez pas capable d'aller chercher cette rapidité d'exécution-là. Donc, les environnements de développement doivent être sur la plateforme. Donc, nous, quand on met une architecture de référence, vous allez avoir des environnements qui vont être 100% dédiés à du développement carrément. Mais quand les images sont buildées, à ce moment-là, c'est la même image de container qui va être promue finalement d'un environnement à l'autre, qui va aller jusqu'à la production. C'est comme ça quand on développe en mode microservice. Puis j'ai des clients qui vont faire 400 releases à l'heure.
donc, sur la plateforme. Donc, c'est très rapide, là. Mais pour faire ça, exactement, il faut développer sur les mêmes infrastructures, ou du moins sur le même format. Oui? Développeurs qui apportent le changement, finalement, en plus d'apporter de nouveaux codes. Quel est l'impact sur les opérations, à savoir combien de gens aux opérations vont être impactés, selon la grosseur, parce que là, on amène toute une infrastructure. Oui. Alors, avez-vous gabarit ou d'expérience de ce côté-là? En fait, c'est plus que, je parle plus de, comment on va dire, d'amener ça dans le vécu de l'entreprise. Oui, bien c'est ça. C'est là qu'est le bottleneck, c'est comment opérationnaliser la solution. Puis c'est quoi l'impact de rentrer dans le lab? Puis je pense que le plus bel exemple, c'est IR d'Ontario qui, eux, ils ont décidé de retourner dans le lab finalement avec un autre gang. Parce qu'ils ont été rapidement, puis c'était quand même un bon investissement, là, rentrer dans le lab. Ils sont capables de voir la valeur vraiment à court terme. C'est ça que tu veux, c'est d'être capable d'amener tes produits ou tes projets, puis pas projets, les produits le plus rapidement en production. Puis c'est comme ça que vous êtes capable d'aller chercher le revenu. Donc oui, on a du data par rapport à ça, par rapport à aux initiatives qui ont été faites, puis par rapport aux gains à court terme que les clients ont été capables de faire. Chose qui est intéressante, il y a un changement de mindset qui doit être fait, puis c'est pas en mode projet. Traditionnellement, c'est des équipes de projet qui vont travailler à l'élaboration de la solution, puis après ça, on donne les clés aux opérations, puis good luck with that, c'est vous autres qui l'opérez. Quand on rentre dans ce mode-là, c'est différent. Il faut être dans un mindset de produit. Donc, vous êtes gestionnaire, vous êtes propriétaire du produit et vous le faites évoluer. Donc, il y a un peu un changement au niveau de la culture des équipes. Puis, je vais en parler un peu plus cet après-midi au niveau de la gestion des API, où que c'est essentiellement, c'est ça. Vous devez centrer, changer l'organisation pour la focusser plus en petites équipes qui sont indépendantes et multifonctionnelles, qui vont faire évoluer des produits en parallèle, si on veut, qui sont tous interconnectés ensemble. Donc, d'un point de vue opération, oui, il y a un impact qui est là. Il y a l'aspect bimodal aussi qui est là-dedans, aussi qui rentre en ligne de compte. On n'essayera pas de changer 100% de l'organisation au jour 1, ça y va progressif. Et probablement que le mode 1, il est là pour rester aussi. Il est là pour rester longtemps. L'environnement SAP, l'environnement GD Edwards, vos bases de données Oracle sont là pour rester, puis ils vont évoluer dans le temps aussi. Mais c'est où qu'on va amener de la valeur, c'est sur ces nouvelles applications-là qui vont être capables de vous permettre d'aller chercher des nouvelles sources de revenus ou, si vous êtes dans une organisation publique, de développer des nouveaux services aux citoyens beaucoup plus rapidement, puis des solutions qui font beaucoup plus de sens pour le client en tant que tel ou pour le citoyen. Donc, c'est un peu dans ce sens-là aussi. Mais les deux tracks vont fonctionner en parallèle quand même. Et à un moment donné, ils vont se joindre. Puis c'est ça, ce qu'on fait, nous, chez Red Hat, c'est qu'on fait le pont entre les deux. Donc, on va vous aider à arrimer, à commencer à développer de manière moderne, de ce point de vue-là, mais aussi vous aider à arrimer le reste de l'organisation et créer des ponts entre les deux. Absolument. Absolument. C'est surtout là dans les applications web, je dirais qu'on va voir une différence. Là. Regardez toutes les Silicon Valley startups, toutes les unicorns, c'est toutes des applications mobiles ou des applications web, là, si on veut, qui ont été développées. Puis ça vient de là. Non. Oui, carrément. Tout ça change. Oui, absolument, oui, c'est vrai. OK. Écoutez, je suis disponible sur l'heure du lunch. Il n'y a aucun problème. Merci. Merci de m'arrêter, parce que j'aurais continué.